Alors merci Nathalie Arthaud d'avoir accepté de répondre à mes questions. Alors tout d'abord, première question, dans quel état d'esprit êtes-vous avant de commencer une interview pour une émission de radio, de télévision ou pour n'importe quel autre média? En général, je suis assez stressée parce que tout simplement les invitations sont assez rares pour moi. C'est pas mon métier. Moi je suis enseignante, donc en fait je vis de ce métier. Et bon, pour moi, intervenir, prendre la parole à la télévision ou à la radio, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Mais quand je dis exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Par exemple, sur RTL, j'ai droit à 7 minutes, Lutte ouvrière a droit à 7 minutes tous les 5 ans. Vive les élections présidentielles, je dirais, parce que là, ils sont obligés de nous inviter. Donc voilà. Et ces 7 minutes-là, je peux vous dire que quand elles arrivent, on se dit, faut pas les louper. Vous voyez, c'est pareil pour RMC, c'est pareil pour France Inter, parce que France Inter, ils n'aiment pas l'extrême gauche, et en particulier les communistes, revendiqués que nous sommes, ça les gêne, trop de critiques vis-à-vis du Parti Socialiste. Donc, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que, je pourrais être décontractée, plus naturelle sans doute, et ça serait mieux, je pense. Le problème, c'est que il y a une pression. Quand je prends la parole à la télévision, je ne me représente pas seulement moi et mes idées. Je représente une organisation, un parti, un courant politique. Et il faut aussi que les militants, les sympathisants, tous ceux qui se sentent de ce courant-là, se reconnaissent dans ce que je dis, dans la colère que je peux exprimer. Donc tout ça, c'est effectivement pas mal de pression. En tout cas, moi, je le vis encore comme ça. Je suis convaincue que ceux qui passent leur journée à être interviewés le font tout aussi naturellement que la conversation qu'on peut avoir nous. Mais pour moi, c'est pas le cas. Alors pour une émission de télévision ou de radio, comment préparez-vous les thèmes dont vous allez parler, les réponses que vous allez apporter? Alors là, c'est assez simple. C'est vraiment... C'est l'actualité. Très souvent, d'ailleurs, c'est les affaires politiciennes qui nous intéressent très peu. Et donc, tout le but est de très vite réussir à dévier pour évoquer la situation aujourd'hui des petites gens, des classes populaires, leurs problèmes, et puis nous adresser à eux. Voilà. Donc, je fais la liste tout simplement des sujets d'actualité. Et puis, j'essaye d'anticiper parce que tel ou tel, je sais que leur anticommunisme primaire, par exemple, les conduira à m'attaquer, je ne sais pas, sur l'Union soviétique, par exemple, sur le stalinisme, parce qu'ils n'ont pas encore compris que les trotskistes n'étaient pas staliniens. Et puis parce que, leur anticommunisme primaire les aveugle. Donc, je peux anticiper pour certains que ça viendra sur ce tapis. Ou alors, un classique, quand Lutte ouvrière se présente aux élections, c'est... Mais vous dites que les élections ne peuvent pas changer les choses, donc pourquoi vous présentez-vous aux élections? Ça, c'est une question qui revient tout le temps. Donc au bout d'un moment, il y a des questions comme ça standards. Dans la situation actuelle, par exemple, une question qui revient tout le temps, c'est mais les ouvriers votent pour le Front National et pas pour vous. Alors ils font mine de s'étonner. Sauf que ces messieurs-dames qui nous renvoient cette patate chaude en quelque sorte, ils passent leur temps à dénigrer les idées de lutte de classe, de révolution, de changement de société. Ils passent leur temps à nous expliquer que le capitalisme, c'est la société... quasiment une société naturelle et éternelle. Bon, après, ils font mine d'être surpris que, effectivement, les révolutionnaires sont minoritaires et à contre-courant. Donc il y a des standards, je dirais, un peu des standards. Et puis, à côté de ça, toute une série de questions liées à l'actualité. Alors justement, vous évoquiez le Front National. Quelle est votre réaction par rapport aux résultats des européennes et le Front National qui arrive largement en tête? Très nettement, je pense que le Front National est une menace. Et ce qui est une menace importante, c'est qu'y compris une fraction
des travailleurs, des chômeurs, des classes exploitées se laissent avoir par cette démagogie. C'est une menace parce que même si aujourd'hui elle n'est que sur le plan électoral, n'empêche qu'elle pèse dans la société parce que c'est d'abord les idées racistes qui remontent, la xénophobie, toutes les idées réactionnaires qu'on voit réapparaître, ça renforce tous ces gens-là, y compris d'ailleurs des groupuscules franchement d'extrême droite revendiqués du fascisme ou du nazisme par exemple. Et c'est une pression qu'on sent déjà. Beaucoup d'ailleurs d'immigrés le disent. Les réflexions maintenant ça fuse, ça devient courant. Toute chose qui existait quand même pas. Il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Donc c'est une menace. En plus, on ne sait pas ce que la situation peut devenir, mais réellement, on peut imaginer aussi que des groupes fascistes se développent en France. Si la crise s'aggrave, on peut imaginer, comme ça se passe en Grèce, comme ça se passe en Hongrie. Tout ça, c'est pas imaginaire. C'est une réalité, pas loin de chez nous. Voilà, donc pour nous, c'est clairement une menace. Et en même temps, on comprend tout ce qui mène à ça, en fait. C'est pas non plus une très grande surprise. Parce que les partis qui se revendiquaient des travailleurs qui prétendaient les défendre se sont déconsidérés et puis ont discrédité les idées du mouvement ouvrier, les idées qui étaient propres à ce courant de lutte. Et ça fait que finalement le monde du travail, les classes populaires, elles sont émiettées, elles sont complètement dispersées. Alors beaucoup dans l'abstention, d'autres restent accrochés à la gauche, et puis d'autres sont à droite, voire à l'extrême droite. Mais il y a un émiettement, un recul de la conscience, une démoralisation très grave. Et pour nous, ça c'est quand même un terreau qui peut donner lieu à toute une série effectivement de reculs très très graves. Alors, comment avez-vous décidé de vous présenter aux élections présidentielles de 2012 et quelles ont été les étapes soit les plus éprouvantes ou soit les plus agréables ? Je ne suis pas sûre qu'il y ait quelque chose d'agréable dans les élections présidentielles. Non, pour moi, ça a été un espèce de gros décrassage. Enfin, décrassage, c'est même pas tout à fait exact parce que... Non, un gros bizutage plutôt, voilà, parce que c'était une grande première et puis parce que moi je suis une militante. Je me suis jamais dit je vais me lancer en politique. Moi j'ai été convaincue, d'abord j'étais révoltée avant de découvrir les idées communistes, révoltée, et puis j'avais envie de changer les choses, j'avais envie d'être utile, j'avais envie de faire quelque chose pour que la société elle soit plus humaine, plus vivable. Et puis j'ai rencontré des militants de lutte ouvrière. Et là, ils m'ont fait découvrir les idées de Marx, de Lénine, les idées révolutionnaires, le communisme. Et là, j'ai eu l'explication finalement des mécanismes de la société. Et puis donc la conviction que, voilà, j'étais attirée par l'humanitaire, mais la conviction que non, j'allais pas essayer de vider la mer à coups de petites cuillères, mais qu'il fallait effectivement chercher à s'appuyer sur la force contestatrice dans la société, parce que pour nous, lutte ouvrière, les exploités, les ouvriers, ce ne sont pas que des victimes, des malheureux. Alors Jean-Luc Mélenchon, on n'a que ce mot à la bouche, sont des malheureux, etc. Non, c'est certes des gens qui aujourd'hui subissent la situation, mais pour nous, c'est la force qui est capable de changer les choses. C'est aussi une force révolutionnaire, les travailleurs. C'est pas que des victimes. Et nous, on pense que voilà, c'est collectivement et c'est ensemble qu'on le fera. Donc moi, je vois pas mon rôle au-dessus de tout ça. Pour moi, je suis une combattante dans la classe ouvrière. La classe ouvrière au sens large. Moi, je suis enseignante, mais pour moi, c'est... donc, le rôle la responsabilité de porte-parole, pour moi, c'est une activité militante. Et évidemment, j'étais pas préparée spécialement quand... Les camarades m'ont dit tu vas remplacer Arlette et on va t'aider bien sûr, mais j'étais pas spécialement préparée du tout. Donc ça a été effectivement une découverte, une grosse pression. En plus Arlette, elle s'était présentée 6 fois, donc c'était pas quelque chose de simple de la remplacer. Donc voilà, ça a été une grosse pression. Et puis j'ai continué de travailler. J'ai eu droit à 20 jours aussi de congé pour faire la campagne. Donc ça a été pas mal de difficultés, ça c'est sûr. Alors vous évoquiez des médias qui vous laissaient parfois très rarement la parole, en tout cas à Lutte ouvrière et au mouvement de Lutte ouvrière.
Mais est-ce qu'à l'inverse, il y a des émissions que vous avez refusé de faire? Non, aucune. Non, aucune. Non, tout simplement, ils s'en tiennent en fait à ce que la loi leur oblige. Hein. C'est-à-dire à ce que la loi les oblige. C'est-à-dire dans la dernière semaine, dans les 15 derniers jours de l'élection présidentielle, qu'on ait chacun le même temps d'antenne. Bon, alors là, c'est simple, ils arrêtent tous les débats et on retombe sur des interviews très très courtes. Et donc là, effectivement, j'ai mes 7 minutes à RTL, mes 7 minutes à France Inter, etc. Donc, mais après ça, non, je n'ai absolument rien refusé. Non, vraiment, j'ai tout fait, y compris j'ai accepté une invitation. Bon, cette radio, Sud Radio, qui est quand même une radio très très marquée à droite, si ce n'est pas plus, parce qu'elle a été longtemps Ménard, hein, était un des éditorialistes, enfin, y compris Sud Radio, oui, parce que tout simplement, je pense que partout, enfin, pour moi, ces médias, c'est vraiment l'intermédiaire. C'est une façon de m'adresser comme jamais hein, à des dizaines de milliers, à des centaines de milliers des nôtres, tout simplement. Alors comment une personnalité en politique, en campagne présidentielle, en plus vous êtes enseignante, mais vous avez été candidate en 2012, donc j'imagine que vous avez dû être sur tous les fronts. Comment avez-vous géré votre emploi du temps ? Donc les vacances scolaires ont du bon quand on est enseignant. Et quand on est militant, elles ont vraiment du bon parce que justement, comme ça, on passe aussi nos vacances à militer. Donc les vacances scolaires, ça a été des moments où j'étais complètement à fond, sur les routes, dans des déplacements. Et puis pour le reste, j'avais concentré mes jours de congé sur les 3 dernières semaines, donc ça me permettait d'être complètement disponible. Alors ça veut dire que tôt le matin, il y a une interview. Hein, sur les 15 derniers jours, les 3 dernières semaines, c'est ça. Donc on commence avec une matinale, et puis en général on a une petite pause sur la matinée, mais soit on se déplace, hein, soit on accepte des rendez-vous, ou on prépare des allocutions, et puis ça reprend le soir, hein, le soir avec des interviews du soir, ou alors avec des meetings. Et nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup de meetings, parce que d'abord on compte sur nous-mêmes en fait pour défendre nos idées, c'est-à-dire sur nos moyens. Donc on a notre presse, on a un tract qu'on distribue toutes les semaines à 300 000 salariés. Hein, pour nous c'est aussi une presse d'entreprise. Pour nous c'est très important, c'est notre moyen que nous avons de nous exprimer, parce que là je plaisantais je dis ce qui est par rapport aux médias, mais nous savons que les médias ne vont pas ne vont pas dérouler le tapis rouge pour révolutionnaire, ils l'ont jamais fait. Et quand vraiment on sera d'ailleurs dangereux de leur point de vue, ils le feront plus du tout. Hein, ça on le sait pertinemment, et ce qu'on sait c'est que les idées révolutionnaires du mouvement ouvrier, elles ont aussi pris les voies militantes, et ça faut vraiment le garder à l'esprit. C'est le bouche à bouche, c'est le bouche à oreille. Non, mais c'est le bouche à oreille, voilà, c'est la discussion avec son voisin, avec son camarade de travail, dans sa famille, c'est ça. Et puis, ces idées-là, quand il y a des mouvements sociaux, alors là, elles vont à la vitesse de la lumière. Hein. Quand il y a une grève, quand il y a un mouvement, parce que les gens sont demandeurs. Donc ils vont vers l'information, donc ils discutent en permanence. Et tout ça, c'est porté effectivement par le vent de la lutte. Donc, il y a les médias, on passe par eux, hein, il faut le faire, ce serait dommage de s'en priver. D'ailleurs, pour nous, les élections, c'est d'abord et avant tout la possibilité aussi d'avoir une tribune, hein, et puis de montrer qu'il y a d'autres idées qui existent que celles bien conformistes, bien électoralistes que tous les autres nous servent. Bon, donc nous on utilise tous les moyens, mais en même temps, on a notre propre activité militante, et voilà, c'est les réunions, c'est les meetings, c'est notre journal. Alors vous parliez de mouvement de grève, comment réagissez-vous à la grève des intermittents actuelle ? Tous les intermittents sont dans la rue et luttent pour la défense de la culture en France. Moi, je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont 1000 fois raison. De même que les cheminots avaient raison de faire grève il y a la semaine dernière. Voilà, ils ont raison parce qu'il n'y a pas...
tous ces reculs et cette régression qu'on impose à qui ? Aux chômeurs, aux intermittents, aux salariés, ne sont pas justifiés. Ne sont pas justifiés. Si il y a des trous dans les caisses du chômage, eh bien il faut que le patronat paye. C'est lui qui profite de la précarité, hein, c'est lui qui profite de cette flexibilité là, de ces gens corvéables et malléables. Bon, c'est à eux de payer. C'est à eux d'assurer, effectivement, s'ils veulent que l'année d'après, au festival, les mêmes reviennent, faut qu'ils puissent vivre entre. Enfin, je sais pas. Mais c'est assez logique. Donc c'est à eux d'assumer. C'est à eux de payer. Et moi, je comprends tous ceux qui considèrent que là, il y a une entourloupe, y compris dans cette histoire que l'État, finalement, va pallier à la période de carence. Bon. Il y a une entourloupe, c'est le patronat qui faut faire payer. Donc tous ceux qui sont accrochés et qui s'accrochent à leurs droits, ils ont 1000 fois raison. Et ça, il faudrait que tout le monde s'y accroche d'eux-mêmes. Et puis ils voient juste, moi je crois. Alors on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais en règle générale, estimez-vous qu'il puisse y avoir des traitements de faveur de la part de certains journalistes envers certains candidats ou personnalités politiques ? Oh c'est clair, c'est clair. De toute façon, c'est le même monde aussi. Ce sont des amis, c'est des gens qui se connaissent depuis 20, 30, 40 ans. Enfin bon, moi je me rends bien compte, je suis une extraterrestre. Et puis ce qui me préoccupe, moi, c'est un autre monde. C'est un autre monde, je me rends bien compte que je suis vraiment, vraiment décalée. C'est un petit milieu, c'est un milieu de crabes, c'est un panier de crabes, voilà. C'est un panier de crabes, journalistes, hommes politiques, et ils n'aiment pas trop qu'on les dérange, c'est clair. Alors, y a-t-il un ou plusieurs événements, une ou plusieurs anecdotes qui vous ont particulièrement marqué en tant que personnalité politique ? En politique, ce qui m'a le plus marqué et l'événement le plus, pour moi, le plus épanouissant, ça a été la grève de 2003. Alors ça fait déjà loin, je me rends compte, mais c'est une grève qui était importante dans l'enseignement, à la veille du bac d'ailleurs, et on avait eu aussi pas mal de liens avec d'autres salariés, avec les salariés d'EDF, de cheminot. On avait fait des assemblées générales ensemble. Et c'est toute une période, une grève qui a duré 4 semaines, toute une période qui, pour moi, a sans doute été la période la plus marquante parce que c'est ce sentiment de pouvoir peser, de voir les gens qui ont envie de se battre, qui pensent qu'ils peuvent changer le cours des choses, qui peuvent, par en bas, qui peuvent peser. Sans attendre, et ça pour moi c'est les moments les plus forts finalement, c'est les moments les plus forts. Après il y a pas mal d'anecdotes ici ou là. Alors si vous voulez par rapport aux médias, l'anecdote la plus qui me fait toujours sourire, c'est en 2012 quand j'avais répondu à une invitation de Elle sur l'égalité homme-femme. Et puis c'était une interview c'était à Sciences Po, c'était dans l'amphithéâtre de Sciences Po, donc j'étais interviewée par les journalistes de Elle. Et puis donc il y avait aussi pas mal de gens qui écoutaient. Et puis à un moment donné, donc il me pose la question, mais alors cette égalité salariale, elle n'est pas respectée, alors que faut-il faire ? Alors je réponds une première fois gentiment, mais alors comment faut-il faire ? Écoutez, il y a 7 lois qui s'empilent, effectivement c'est pas respecté, alors mais que faut-il faire ? Eh bien il faut condamner les patrons, il faut les sanctionner, y compris s'ils sont des récidivistes, qu'on les envoie en prison. Alors là, la journaliste, alors ça c'est la meilleure, a-t-elle dit dans le micro. Je dis oui c'est la meilleure, mais c'est peut-être la meilleure pour vous, mais quand la loi est violée 1 fois, 2 fois, 3 fois, qu'il n'y a rien à faire pour la faire appliquer, vous connaissez d'autres sanctions ? Et à l'époque, je ne savais pas en fait une chose, c'est que la loi le prévoit. La loi prévoit de la prison en cas de violation répétée de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Et ça, je l'ai su après. Mais de toute façon, je voulais assumer tout à fait ça parce que, justement, ça montre aussi le décalage.
Hein, c'est-à-dire que voilà, ces gens-là en col blanc qui se retrouvent dans les restaurants où ils vont effectivement liquider leur, 500 € en une soirée avec un menu. Et bon, ces gens-là trouvent normal qu'il y ait un certain nombre de lois comme ça qui soient... bon. Par contre, ils seront choqués et ils défendront l'idée de des peines planchées, par exemple, pour les petits délinquants. Donc voilà, c'est assez révélateur. Alors tout ça, ça avait fait le buzz un petit peu, pour la première fois. C'était quand même... Et puis finalement, ça permettait de s'expliquer aussi un petit peu quand même si évidemment après, c'est souvent très vite la caricature du coup, parce que, bon, voilà. Alors quel est, selon vous, le secret d'une campagne présidentielle satisfaisante et qu'est-ce qui pourrait et peut intéresser davantage les citoyens? Très vaste. Ah oui, parce que déjà, en soi, le problème c'est que un président, c'est pas lui qui gouverne, c'est pas lui qui dirige. Et moi j'ai passé mon temps à expliquer qu'il fallait pas se baser sur les programmes des uns ou des autres. Et sûrement pas croire que si Hollande était élu, ce serait son programme qui serait appliqué. J'ai passé mon temps à le dire. J'ai dit, ceux qui veulent savoir ce qui va se passer en 2012 et 2013, ils font mieux d'aller voir ce qui se prépare dans les conseils d'administration d'ArcelorMittal ou de Peugeot. Là, ils seront mieux renseignés. Et ils seront mieux renseignés sur effectivement ce qui va se passer. C'est ça les programmes qui seront appliqués. Le reste, là, en l'occurrence, c'est vraiment la scène de théâtre. C'est vraiment c'est du théâtre, cette élection présidentielle, qui est préparée, mais alors des mois, si ce n'est pas des années à l'avance. Et on a nos acteurs qui maîtrisent bien leur partition, et puis qui vont trouver le petit truc qui va faire la différence, ou qui va le petit hocher là, qui vont pouvoir agiter, et puis du coup les regards se porteront sur eux. Mais la réalité du pouvoir, elle se situe pas là. Et les gens qui aujourd'hui dominent la société et qui font la pluie et le beau temps à l'échelle, au niveau de l'économie, on ne vote pas pour eux. Nous ne sommes pas appelés à voter pour eux. Et la réalité, c'est que c'est ces gens-là qui vont aller voir Hollande à l'Élysée et qui vont lui dire tu fais ça et ça. Et si t'es pas content, de toute façon, c'est pareil. Donc voilà, après dire qu'est-ce que c'est une bonne campagne présidentielle. Alors la meilleure campagne présidentielle, ça serait celle où finalement il y a un mouvement social de masse qui se développe au moment de la campagne présidentielle. Ça, ce serait la meilleure. C'est-à-dire que la population n'attend pas et n'attend rien de ces élections. Et qu'ils décident de peser eux-mêmes, par les moyens qu'ils ont de peser. Et ils en ont des moyens de peser. Et là, les intermittents, ils se rendent compte qu'ils ont les moyens de peser, justement. Pourtant, à la limite, on pourrait vivre. Enfin, je veux dire, si on prend la vie physiologique, on peut vivre sans qu'il y ait le festival d'Avignon. N'est-ce pas? Bon, sauf que là, la bourgeoisie, ça la gêne. Parce qu'en réalité, ça rapporte énormément de fric, la culture. Et voilà, même les intermittents qui ne sont pas indispensables à la vie du capitalisme, n'empêche que si, c'est quand même un maillon important dans leurs affaires et dans leur business, et ça les gêne. Alors imaginons les intermittents, les cheminots, les ouvriers de l'automobile, ça c'est une grève générale. Il y en a eu déjà dans l'histoire. Bon, moi je suis convaincu que ça reviendra. Je suis convaincu qu'on est les mêmes, avec les mêmes problèmes qu'en 36, qu'en 68, et que ça reviendra. Et le jour où ça reviendra, moi ce que j'espère, c'est que ça ira jusqu'au bout, le plus loin possible en tout cas. Et qu'on vienne pas nous dire « Oh c'est bon, vous avez déjà assez gagné, vous vous rendez compte, etc. Maintenant on s'arrête. » Non, aller jusqu'à contester justement ces capitalistes. Alors, Je suis un peu longue peut-être. Il n'y a aucun problème, non, sauf si vous êtes attendu après. Quel est votre pire souvenir, cette fois-ci, en tant que personnalité politique? Tout à l'heure, c'était peut-être les meilleurs moments, mais cette fois-ci, les pires, ceux qui vont le plus marquer, négativement. Le pire... j'ai pas vraiment de pire... Non, c'est difficile à dire. Pire souvenir... Si, peut-être.
c'est on a eu, nous, une période, justement la période où Arlette Laguillel avait fait 5%. Une période de dénigrement, de calomnies qui se sont déversées sur Lutte ouvrière, parce que là, justement, Arlette, c'était plus seulement la petite sténo dactylo qui se présentait comme ça à la présidentielle, elle faisait 5%. Et puis, en 2002, elle est montée jusqu'à 7, 8, 9% dans les sondages. Et suite à ça, il y a eu vraiment le déversement de calomnies sur notre organisation, considérée comme une secte, avec un gourou, avec Arlette qui dormait sur son magot, enfin vraiment des trucs délirants. Bon, mais donc pénible parce que effectivement, c'est d'abord on n'a pas les moyens, y compris médiatiques, pour répondre à toutes ces calomnies-là. Voilà, donc, et en même temps, on a bien mesuré que quand vraiment on commençait à les gêner, là, ils sortaient la grosse artillerie. C'était un bon avertissement en même temps. Voilà, on peut savoir que ils sont prêts. Alors tout ça, c'est un problème de conscience aussi. Les travailleurs qui veulent pas se laisser prendre à tout ça, ils peuvent, en réfléchissant, ça c'est sûr. Nous, on mise là-dessus en tout cas. Alors, quelles études avez-vous suivies avant de commencer cet engagement politique? Quelles études avez-vous suivies? Alors moi, j'ai fait un sport-études. Un sport-études en lycée, mais disons que pour moi c'était partir, parce que je suis originaire de la Drôme, donc d'un petit village dans la Drôme, vers Valence, et pour moi partir faire un sport-études c'était aller à l'internat dans la grande ville, Lyon. Donc c'était découvrir un nouveau monde. Donc j'ai commencé par ça. Et puis ensuite ma curiosité m'a amené, et puis mon appétit pour les idées, pour la découverte, pour la culture aussi, m'a amené à faire une classe prépa en lettres scientifiques. Et puis après ça, j'ai fini en sciences éco, en fac de sciences éco. Alors, estimez-vous avoir fait des erreurs dans votre parcours? Et avez-vous regretté certains choix ou certaines choses que vous avez dites ou faites? C'est difficile de dire parce que, d'abord, c'est pas à l'échelle individuelle. Moi, c'est difficile de parler à l'échelle individuelle. Parce qu'en fait, pour nous, tout ce qu'on fait, c'est collectif, c'est décidé ensemble, c'est une responsabilité collective. D'ailleurs, c'est aussi ça. D'ailleurs, je tiens à préciser, c'est que en 2012, le score a été catastrophique pour nous. Mais en même temps, on l'avait un peu anticipé, on avait réfléchi aussi à la situation, aux conditions, en particulier le fait qu'il y avait un très fort vote utile pour Hollande. Et ça, nous, on sait qu'à chaque fois, ça veut dire des scores très très bas. Le fait que c'était plus Arlette, que c'était une inconnue, tout ça faisait qu'on s'attendait à un score très très bas. Et y compris mes camarades qui ont l'expérience, Arlette, et puis les plus anciens, m'avaient beaucoup préparé à ça. Donc, y compris les périodes qui auraient pu être difficiles, ça a été quand même des périodes assumées de toute façon collectivement et puis préparées aussi. Et puis nous, on a beaucoup de distance par rapport aux élections. On sait que s'il y avait eu des élections à la veille de la révolution de 17 en Russie, les bolcheviks, ils n'auraient pas fait grand-chose. Et puis n'empêche que quelques mois après, ils étaient choisis pour être à la tête de la révolution parce que ce qu'ils mettaient en avant, ça correspondait à ce que les gens voulaient, des millions de gens voulaient. Donc tout ça, ça peut aussi aller très vite. Donc nous, on a toujours beaucoup de distance, donc c'est pas... Alors après, des erreurs. Nous, c'est pas de la stratégie, on fait pas de stratégie. Nous, on sait qu'on est à contre-courant, que nos idées, elles seront minoritaires. Mais c'est nos idées, et on n'est pas des girouettes à essayer de prendre le vent, comme ça, la tactique, pour essayer de... si jamais il y avait un petit courant qu'on pouvait prendre, ça irait... Non, on a des idées à défendre, à mettre en avant, et on les met en avant. C'est pas à la mode d'être solidaire de la grève des cheminots, de dire qu'ils ont raison. On le dit. C'est pas la mode de dire que... oui, on est communiste, on le dit. Et avec d'autant plus d'ailleurs de conviction qu'aujourd'hui, pour nous, c'est la crise du capitalisme qu'on a devant les yeux, dont on ne sort pas.
et peut-être une pire encore, enfin une crise financière d'une ampleur encore pire nous pend au nez, parce que là ils ont remis des centaines de milliards dans la machine, hein. C'est pas qu'un petit jeton, hein. Et tout ça c'est à nouveau dans les bulles spéculatives, hein. Donc nous, c'est pas au moment où le capitalisme il fait preuve de sa faillite qu'on va arrêter, même si effectivement même si dans la classe ouvrière il y a une espèce de champ de ruines dans les consciences. Et ben voilà, nous on défendra nos idées. Alors bon, je sais pas ce que vous appelez erreur après tout ça, mais je vois pas. Après on peut toujours. Moi, quand je regarde ce que je peux faire, telle ou telle interview, je me dis, oh, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû dire ça, oh, j'aurais pas dû être aussi en colère, ou ah, je fais peut-être un peu trop rentre dedans, là. Bon, peut-être, mais bon, bah, ça, de toute façon, c'est la vie. Et puis, voilà, nous, on fait pas de répétition. Donc, on est comme on est, voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais en tout cas aux prochaines élections ou à d'autres élections, vous vous représenteriez ? Ah oui, bien sûr, parce que, alors ça c'est un choix collectif, mais si les camarades me le demandent, oui, je le ferai. Pour moi, c'est une tâche militante. Et puis c'est vrai que je me rends compte quand même qu'au bout du compte, le métier il rentre un petit peu quand même, hein, parce que bon, au fur et à mesure, j'arrive à... D'abord, je prends mes marques, hein, je connais un petit peu mieux ce milieu. Donc je le ferai, même si effectivement c'est difficile. Là je suis porte-parole, voilà, je fais le boulot. Voilà, alors je colle un petit peu moins d'affiches et je distribue moins de tracts, je fais un boulot autrement, j'écris plus, je prépare plus d'interventions, mais pour moi c'est une tâche militante. Voilà. Donc oui, je le ferai. Pour moi militer c'est ma vie. Alors si vous deviez adresser un message au président de la République, lui poser une question, lui donner un conseil ou encore lui soumettre un avis sur une décision, quel serait ce message ? De ne pas aller au Brésil, parce qu'il risquerait de faire perdre l'équipe de France. Ou alors si vous deviez adresser cette fois-ci un message à toutes celles et ceux qui, eux, souhaiteraient faire de la politique et qui s'intéressent aussi à la politique et aussi à la Coupe du Monde. Et en tout cas, ceux qui voudraient faire de la politique, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ou leur conseiller aujourd'hui ? Ceux qui voudraient avoir un engagement politique. D'abord, j'espère que ceux qui se disent qu'ils ont envie de faire de la politique, c'est parce qu'ils sont mus par une révolte. Hein. Si c'est pour trouver une belle petite carrière, pour graviter dans les beaux milieux parisiens, en tout cas, c'est pas mon truc. Pour moi, la politique, c'est s'engager dans un combat militant. Et moi, j'espère, je souhaite et j'encourage tous ceux qui sont révoltés par ce qui se passe, d'être actifs, de prendre leur part dans ce combat. Les choses, elles vont pas changer comme ça. Et elles changeront pas. Si Hollande trouve l'idée géniale, il n'y en aura pas d'idée géniale. Il n'y aura pas de sortie de crise comme ça, il n'y a pas de miracle à attendre de cette économie-là. Donc tout ça dépend de nous, de ce que nous faisons, de ce que nous décidons. Et ça, c'est une conscience que j'ai eue très tôt, moi. C'est-à-dire que cette conscience que dans cette société, il y avait des choses qui n'allaient pas, que c'était ma société, la société dans laquelle je vivais, et que donc il n'y avait pas de raison, il fallait que je fasse tout pour qu'elle essaye de ressembler à ce que j'aimerais. Hein, sachant que... et pourtant, j'étais loin, j'étais assez isolée, mais pour moi, voilà, il fallait pas accepter. Et il y avait forcément les moyens de changer, de convaincre les autres, moi j'étais scandalisée, je comprenais pas. Il y avait une famine en Éthiopie, c'était en 86, mais je comprenais pas. Pourquoi ils acheminaient pas la nourriture en urgence, ils avaient les moyens. Je comprenais pas. Et voilà, ce sentiment-là, moi je l'ai encore.
Je l'ai encore. Et je suis effarée de voir tout un tas de jeunes, déjà vieux dans leur tête, déjà fatalistes, complètement... c'est comme ça, c'est la vie. Non, c'est pas la vie, c'est celle qu'on décide de mener. Voilà. Alors, ensemble, ensemble. Mais moi, j'imagine pas... pour moi, c'était pas une carrière individuelle. C'était changer la société pour tous. C'était, voilà, j'imagine pas, moi, mon petit bonheur, mon petit cocon, là, au milieu de la misère. Alors bientôt, il va y avoir des gens... Déjà, il y a des gens qui dorment dehors, en France. Et puis, on est habitué, finalement. On passe à côté d'eux, voilà. Et puis, demain, ils mourront sur les trottoirs, comme en Inde, comme en Égypte, comme dans un tas de pays. Peut-être, et on s'habituera aussi. Donc ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Mais voilà, pour moi, c'est un combat militant. Et puis, il y a bien sûr la pauvreté, il y a la misère, il y a l'exploitation, il y a tout ça, mais il y a aussi tous ces reculs idéologiques, moraux. C'est complètement fou ce qui se passe aujourd'hui, au niveau même des valeurs. Moi, je suis effarée de voir qu'il y a une partie de la jeunesse qui veut aller s'engager pour faire le djihad en Syrie ou je ne sais trop où. Que des jeunes comme ça se disent c'est ça mon avenir, c'est ça qui va m'épanouir, etc. Mais c'est là, voilà, c'est révélateur que la société elle est en train de pourrir. La xénophobie, le racisme, les idées religieuses qui refont surface comme ça, les guerres de religion même. Alors que quand même, moi quand j'étais ado, voilà, c'était quand même les sciences, c'était quand même quelque chose, c'était bon. Puis le progrès, c'était pas un mot, parce que là même le progrès aujourd'hui, non, faut être décroissant, le progrès, mais attendez, le progrès, ça veut dire qu'on peut aller de l'avant, on n'est pas obligé de regarder en arrière, on n'est pas obligé de faire tourner la roue de l'histoire dans l'autre sens. Et ça, tous ces reculs-là, mais même sur la contraception, sur les valeurs, enfin bon, ce délire-là autour de l'ABCD, de l'égalité, non mais c'est... Enfin bon, tout un tas de reculs, y compris sur le terrain moral, qui sont, je crois, qui devraient être un peu un électrochoc pour la jeunesse d'aujourd'hui et pour dire non mais là on repart en arrière. Là, on n'avance plus. Ça, moi, je suis convaincue que tout ça, c'est pas des combats que idéologiques. C'est vraiment, effectivement, changer la société. Et y compris le mouvement ouvrier, y compris le courant communiste, ça a toujours dit que il était son combat. C'était non seulement un combat contre l'exploitation, mais c'était un combat pour créer une autre société, pour ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de l'humanité. C'était pour changer la société. Pas seulement pour les ouvriers, pour les plus exploités, non. C'était, ouvrir une nouvelle page. Et je crois que cette envie-là, cette conviction que c'est possible, aujourd'hui, elle a décliné. Alors moi, j'appelle la jeunesse à se ressaisir. Alors, pour terminer, dernière question, quelle leçon tirez-vous de cet engagement, de votre combat, et que retiendrez-vous de ces années de politique ? D'abord, elles sont pas. Pour moi, c'est que le début. Donc, non, mais c'est une certaine expérience aussi, quand même. On gagne de l'expérience, évidemment. Mais j'ai vraiment. D'abord, moi, je suis tournée vers l'avenir, vraiment. Et j'ai le sentiment qu'il y a une nouvelle étape là qui s'ouvre. Enfin, une nouvelle situation qui s'ouvre justement avec le mouvement ouvrier qui a tellement reculé, les partis de gauche qui ont tellement démoli, y compris les idéaux de gauche, enfin les idéaux socialistes. C'est cette idée quand même que la société, on pouvait la changer, qu'il n'y avait pas que la propriété privée. Tout ça, ça a été bien démoli. Et effectivement, quand on regarde le XXe siècle, quand on regarde les révolutions, on a l'impression que c'est loin, très très loin, très très loin. 36, la grève générale, les congés payés, tout ça, on a l'impression que c'est c'est vraiment l'Antiquité. Alors, moi, je suis très imprégnée
du XXe siècle, de tous ces combats, des combats des dernières années, évidemment. Mais j'ai l'impression que là, aujourd'hui, on est entré un peu dans une nouvelle étape, une étape de réaction. Une étape de réaction, j'espère qu'elle ne durera pas, mais en tout cas, tous les ingrédients là sont là pour que ça se dégrade vite. Encore une fois, à moins que les travailleurs se ressaisissent, disent non justement, qu'à nouveau il y ait une contre-pression dans la société. Voilà, et ça c'est vraiment moi, c'est mon combat. Et je pense que justement dans la période actuelle, le militantisme est d'autant plus nécessaire. C'est d'autant plus nécessaire de s'accrocher et de ne pas laisser tomber, même si c'est difficile. Merci infiniment Nathalie Arthaud de nous avoir accordé un peu de votre temps pour répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci.